On a chaque fois l'impression dans une voiture que la peur, c'est le choc. Mais en réalité, une fois par terre, contre le sol, le dos contre les graviers, contre le, contre le béton froid et contre l'humidité, l'eau qui coule en dessous de ton t-shirt, malgré la rivière à côté que l'on entend un peu plus loin, les bois, les bois qui sont en train de grincer, les arbres, l'écorce et les branches qui sont juste à côté de toi, ce bruit des branches si strident et grinçant, un grincement aigu, un petit peu comme si du métal venait à frotter, un petit peu comme si du métal venait à frotter de la porcelaine. On a toujours l'impression que les pires sensations, la pire sensation dans un accident de voiture, c'est simplement ce moment où on te libère. Parce que le moment où on te libère, tu as l'impression que c'est la pire sensation. Parce que tu as l'impression que ça met du temps. Ça met du temps et que le temps commence à se ralentir pile au moment où tu es sur le point de sortir. Comme si tu montais un escalier, mais que petit à petit, au bout de cet escalier dont tu voyais la sortie, une marche se rajoutait à chaque fois. On a aussi l'impression que la pire sensation, c'est l'impact avec l'autre voiture. Mais l'impact avec l'autre voiture, ce n'est qu'un point de contact. Ce n'est qu'un point de contact, c'est qu'un point de contact avec l'autre voiture, avec l'autre personne. L'autre personne subit les mêmes choses que toi. Et ce que l'on subit dans un accident de voiture est horrible. Tu as l'impression que le métal se resserre. Quand il tremble, quand il tremble et qu'il commence à grincer, qu'il se mélange à l'harmonie stridente des grincements des branches, des arbres qui sont en train de des arbres qui sont en train de grincer à cause du vent, le vent qui passe entre les, le vent qui passe entre les deux voitures encastrées, l'une sur le toit, l'une encore sur ses quatre roues. L'eau qui passe sous ton t-shirt, le mouvement de l'eau que tu sens passer juste sous ton t-shirt. Tu résistes et tu as les jambes vers le haut. Tu as les bras juste au-dessus de toi, devant ta tête, et tu résistes. Tu penses, tu penses, tu penses, et tu n'as qu'une seule pensée qui tourne en boucle et en répétition. Quand est-ce qu'ils vont arriver pour me libérer? Et là, quand ils arrivent pour te libérer, tu entends la disqueuse. La disqueuse rentrer lentement dans le métal, et puis la porte tomber. Et la seule chose que tu crains le plus au monde, c'est que la disqueuse finisse par te toucher toi. Alors qu'ils font leur travail et ils te sortent de là petit à petit, au moment où la disqueuse s'enfonce, ils font ça par à coup. Ils tiennent la disqueuse et la porte finit par céder, tomber, et là ils l'arrachent et te tendent la main. Au moment où ils te tendent la main, là c'est un petit peu comme mourir, c'est un petit peu comme une mort imminente. C'est un petit peu comme mourir, c'est un petit peu comme une mort imminente. Quand ils te tendent la main, tu quittes un endroit que tu pensais être tu quittes un endroit que tu pensais être ton cercueil, un endroit que tu pensais être la fin. Tu te retrouves debout à côté de cet endroit, comme si comme si tu te retrouvais debout à côté de ta tombe. Mais il y a pire encore que ça dans un accident. Il y a ce moment où tu te rends compte que toi tu es debout à côté de la voiture accidentée, à côté de ta voiture. Mais au lieu de regarder ta voiture, tu as ce réflexe de toujours regarder la voiture que tu as cognée, la voiture qui, la voiture qui a été le point de contact entre l'accident, entre le pare-choc de ta voiture et le pare-choc de la voiture, l'autre, celle qui est sur le toit. Tu as toujours le réflexe de te tourner vers cette voiture et surtout le réflexe de te pencher un peu en avant, ou alors de te pencher sur le côté, voir à l'intérieur de la voiture, alors que les dégâts sont extérieurs. Les dégâts sont physiquement extérieurs et ne sont pas physiquement intérieurs. Mais tu as toujours cette envie de regarder à l'intérieur. Tu as voire même cette envie obsessionnelle qui devient presque... Tu as cette envie presque obsessionnelle de t'approcher de la voiture, de la contourner et de poser ta main sur la vitre. Comme si tu voulais venir en aide à la personne qui avait... comme si tu voulais venir en aide à la personne qui avait malheureusement sur un faux tournant ou sur un tournant trop léger, qui avait embarqué avec toi, qui avait embarqué avec toi au volant toute la voiture et qui avait embarqué ta voiture. Le point de contact, l'accident, lui-même tu y penses encore. Certains flashs te reviennent un peu comme des lumières, comme des flashs de lumière ou alors comme peut-être des petits morceaux de lumière brisés que tu peux apercevoir entre les feuilles. Les feuilles sont comme des ombres chinoises dans la nuit.
Tu lèves la tête et tu regardes la lune, comme pour savoir, comme si tu devais encore te certifier de quelque chose, comme si tu devais inconsciemment te certifier de quelque chose, comme si tu devais être sûr qu'on est bien la nuit. Tu lèves la tête et là tu t'approches de la voiture. Tu sens une sorte de boule au fond de au fond de toi, tu sens une sorte de boule dans l'estomac. Mais tu t'approches encore. Malgré cette boule, malgré cette boule lourde et pesante que tu sens dans ton estomac, ce froid que tu sens dans la gorge, cette étincelle qui s'allume dans ton corps, et ce goût du sang et goût du métal qui apparaît sous ta langue, tu t'approches, tu déglutis, et là tu regardes la voiture accidentée. L'homme n'est plus à l'intérieur. Il est sur une ambulance. Il est sur une ambulance, assis, avec des couvertures chauffantes. Tu viens t'asseoir à côté de lui, et là tu as envie de réconforter la personne qui a fait un... Tu as envie de réconforter la personne qui a fait un tournant un petit peu trop serré, ou justement peut-être pas assez. Elle elle te regarde et ne dit rien, elle reste silencieuse. La pire des armes quand tu viens t'asseoir à côté de quelqu'un. Tu t'excuses et là il tourne la tête. Finalement, là tu sais que tu sais que tu as deux options quand tu t'excuses. Quand tu comptes ouvrir la bouche et que tu comptes parler à cette personne, tu sais que deux choses peuvent se passer, uniquement deux. Tu ne peux pas échapper à la première et tu ne peux pas échapper à la deuxième. Tu sais que lorsqu'il va tourner la tête, tu sais que c'est soit il va te regarder, soit il va mal te regarder, soit il va te regarder en silence. Le silence peut être la pire. S'il va mal te regarder, tu peux t'en remettre et tu peux t'excuser. Tu peux essayer de confronter son regard. Tu peux essayer de confronter ce qu'il va dire, ses paroles. Mais le silence, lui, est beaucoup plus évocateur que tu ne le penses. Tu restes là et tu le vois silencieux, comme s'il te jugeait de l'intérieur, qu'à l'intérieur de lui il y avait un débat immense pour pouvoir juger de ta personne. C'est comme si tu te retrouvais d'un coup projeté au purgatoire, élancé d'un seul coup au purgatoire et qu'on te jugeait. On jugeait tout ce que tu as fait. Maintenant, à chaque fois que je me mets à genoux devant toi, chaque fois que je me mets à genoux devant toi et que je regarde ta jambe qui a été soignée à l'hôpital, je me souviens de tes nerfs, des broches que tu as gardées dans la jambe longtemps, des broches quand on les a retirées. Je me souviens du bruit que ça fait quand ça empalait la chair, quand ça entraînait la chair vers la surface et qu'il retirait les broches les unes après les autres. Du bruit de la visseuse, ce bruit horrible que j'entends encore résonner. J'entends encore la pointe, j'entends encore la pointe de la visseuse et je la vois encore tourner, tourner et enfoncer les broches. Et puis quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, je vois encore les médecins venir avec la même visseuse, une petite visseuse, dévisser les clous, les retirer avec des sortes de pinces et retirer les broches. Les broches sont couvertes de sang, mises dans un pot sur le côté et puis ensuite désinfectées, sûrement utilisées pour quelqu'un d'autre. Imagines-tu une seconde que les broches que tu as eues dans ta jambe, dans ta chair, se retrouveraient dans la chair de quelqu'un d'autre? Alors je lève les yeux, mais je reste silencieux, parce que je me dis que je me dis, et je le sais au fond de moi, que si je lève les yeux, que je te regarde et que je te parle, tu vas baisser les yeux et tu vas être choqué, choqué de ce que je dis, même si ça part d'une bonne intention, même si ça part d'une marque d'amour et que je veux te dire que je t'aime bien, que tu es un survivant. Même si je pose ma main à un endroit précis sur ta jambe, je sais que je risque deux choses et que ces deux choses peuvent être risquées. Alors je prends ma main et j'évite. Je redresse mon mouvement vers moi et je pose ma main sur le sol ou alors sur le pied de la chose ou alors sur le pied de la chaise plutôt que sur toi, plutôt que sur ta jambe. Je redresse ma main. Je contrôle mon mouvement. Là, je réfléchis et je te regarde avec un sourire qui veut dire ne t'inquiète pas. Je prends alors ton attelle métallique, je la pose par en dessous et je la scratche sur ta jambe, jusqu'au jusqu'au niveau de ton jeans, là où il se trouvent les poches. Je la scratch, je les scratch au niveau de ton tibia, au niveau de tes cuisses, les deux grands scratchs et les deux plus petits en dessous. Ensuite, je te regarde et je te dis c'est bon. Je me relève mais en m'appuyant contre le mur, parce que je me souviens de ce que j'ai fait. Si je mets ma main sur ta jambe, tu peux prendre ça comme par exemple j'ai mis ma main sur ta jambe et ça te déplaît. Et je le sais que ça te déplaît. Mais chaque fois que je m'occupe de toi,
Je n'ai jamais l'impression de m'occuper d'un infirme. J'ai plutôt l'impression de m'occuper de la personne que j'aime. La personne que j'aime ne fait que porter quelque chose qui soutient sa jambe. C'est comme si je m'étais cassé le bras pendant l'accident. C'est la même chose, alors je te regarde, je te soutiens et je t'emmène sur le fauteuil. Avec moi sur le fauteuil, je te regarde et je te soutiens, bras dessus, bras dessous, avec un bras qui est dans ton dos. Mais je ne le descends pas trop pour ne pas arriver à ta jambe. Alors avec un bras dans ton dos, je te soutiens et je te mets sur le fauteuil juste à côté de moi. On reste là tous les deux, mais depuis ce qu'il s'est passé, dans ce chalet, le silence est notre forme de parole. Le silence est plus évocateur qu'autre chose. À travers un long silence où l'on pourrait rester l'un contre l'autre, on s'est déjà tout dit. On ne se parle plus réellement. On se dit quelques mots ou alors quelques mimiques. On se dit alors quelques mots ou alors quelques mimiques. Quelques expressions de visage qui veulent tout dire. Mais depuis cet accident, le silence règne. Il règne en roi dans le chalet. Alors que je m'étais dit qu'après l'accident, on pouvait reprendre, on pourrait peut-être reprendre une vie normale, on pouvait peut-être de nouveau se parler. Nous n'avions jamais été en froid, même avant, même quand j'étais au volant et qu'on était censé partir pour aller chez mes parents. Nous n'avons jamais été en froid. On s'est toujours parlé correctement, calmement. On ne s'est même jamais crié dessus une seule fois. Et alors, là, quand on est allé dans ce chalet, et que tu étais en train de récupérer petit à petit, chaque jour on sortait, mais on écoutait plus qu'autre chose ce qui nous entourait. La forêt, les grincements des arbres qui nous rappelaient l'accident. Parfois, parfois, je fermais les yeux, à côté de toi, ou toi, tu fermais les yeux ou t'arrêtais de marcher, parce que peut-être qu'un flash t'était revenu en tête, un peu comme une image qui sournoisement et malicieusement était revenue te hanter. Alors que ta convalescence commençait petit à petit à faire son effet, le silence, lui, régnait en roi et la parole commençait petit à petit à disparaître. Mais tout de même, c'est à travers les gestes, les mimiques et notre expression de visage qu'on continue à se parler.